Est-ce que la polyvalence ne vaut rien? Alors je pose cette question qui me sert à introduire ce story time, pas tant d'un point de vue général, multiplier les centres d'intérêt en soi, est-ce que c'est pas nécessairement une source d'enrichissement? Mais la façon dont c'est perçu par la société, la façon dont elle le valorise, vous savez, on vit dans une saucisse capitaliste, tout ça, et même d'un point de vue personnel, est-ce que l'épanouissement ne viendrait pas plus facilement de la spécialisation, de réduire nécessairement l'étendue de ces questions pour peut-être avoir des réponses un peu plus précises? C'est à tout ça que je vais essayer de répondre et alors je vous préviens, les personnes qui regarderont ce story time, il y a beaucoup de 36-15 My Life, puisqu'on me pose souvent des questions en live sur ma carrière qui n'est pas forcément très compréhensible ni facile à résumer. Donc là, écoutez, je développe in extenso. Et on se retrouve pour la conclusion, puisque j'ai enregistré le principal de la vidéo que vous allez voir il y a quelques mois, en juin. Comme vous le savez peut-être, je fais des radios libres sur Twitch, et comme on parle souvent de sujets politiques, économiques, liés au monde du travail, à l'emploi, on parle souvent de Bernard Friot, on me dit comment ça, oui, tu me dis que tu as bossé là-dedans, et en même temps tu me dis que tu as bossé dans tel autre truc, et je voulais faire à la fois un récapitulatif de mon incompréhensible parcours professionnel, il faut dire ce qui est, et une réflexion peut-être un petit peu plus large que ça, pour voir est-ce que la polyvalence est utile, utile à quoi, utile dans quel cas, inutile voire discriminante dans quels autres cas. Est-ce que la polyvalence ne vaut rien? En tout cas, c'est probablement comme ça que je vais le titrer. Alors moi, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde, hein, comme vous aussi probablement, par des stages au collège. Vous savez, les stages obligatoires au collège, au lycée que vous faites. Alors, je crois que c'est des conventions tripartites entre vous, le bahut et l'entreprise qui vous recueille. Et j'ai notamment travaillé dans un journal à destination des adolescents qui s'appelle L'Actu, qui s'appelait et qui s'appelle toujours L'Actu, le grand frère de mon quotidien. Je crois que c'était situé rue du Bac à Paris. Alors, je vais pas vous mentir, le premier stage que j'ai fait au début, l'expérience la plus humiliante de ma vie. Je demande, après avoir assisté à la conférence de rédaction, puisque dans un journal, toute journée commence par une conférence de rédaction, après le sacro-saint café, très important le café, dans le journalisme. Après, je demandais, oui, bonjour, je suis le nouveau stagiaire, à quoi je sers, s'il vous plaît? Et le premier jour, on m'a demandé, ils savaient tellement pas quoi me faire faire, ils m'ont demandé de tailler des crayons. Mais pas de tailler, voilà, tiens, voilà, des crayons à tailler. Ils m'ont dit, fais le tour de toute la rédaction sur 2 étages et vois qui a besoin qu'on taille ces crayons. C'est la pire expérience professionnelle, je pense. Voilà, il y a pire, il y a plus pénible, mais le truc le plus ridicule, le truc où vous sentez le plus inutile, le plus bullshit job, alors que vous ne travaillez pas encore vraiment. Et donc de là à beaucoup de vacances scolaires, bon rarement celles de l'été, mais beaucoup de vacances scolaires, vous savez, on en a pas mal quand on est au bahut. Par exemple, les fêtes de fin d'année, alors pas trop pour les fêtes de fin d'année, mais on en avait à l'automne, on en avait au printemps, etc. Ça nous manque ça. Et je faisais très très souvent de nouveaux stages qui n'étaient pas obligatoires eux, donc dans ce même journal qui s'appelle L'Actu et qui n'était toujours pas rémunéré. Alors si je me souviens, j'avais droit à un ticket resto par jour, c'était d'une valeur comme de 7 balles 50, hein. Aujourd'hui, ça c'est plus grand chose, mais là je vous parle d'un truc, c'est au début des années 2000. Alors, mon premier job rémunéré, parce que vous dites, bah oui, tout le monde a fait des stages, mais par quoi t'as commencé? C'est quoi le premier job à la con que t'as fait pour pouvoir gagner ta croûte? Ou plutôt, pour payer mon premier manteau en cuir, je me souviens. Mon seul d'ailleurs, je l'ai toujours. Un 3/4 en cuir d'agneau redingoté. Oui, à l'époque, on n'avait pas trop de considération de est-ce que c'est du cuir vegan, ce genre de choses. Et je l'avais payé avec mon premier salaire. Et sur le coup, je m'étais fait pistonner par ma mère pour bosser à la direction de la jeunesse et des sports de Paris. Alors, il y a eu un été où j'étais dans une pas une circo, mais une direction un peu à part, une annexe. Et sinon, j'étais au siège, à la mission budgétaire. Alors, c'était très très particulier. Là, sur le coup, c'était vraiment pas pénible du tout. Mais le truc qui était vraiment bizarre, c'est que sans vouloir faire de j'imagine que ça a changé. Ma mère me dit que ça a changé, mais elle veille à ce que ça ait changé. Mais qu'à l'époque, moi, le premier jour, je me souviendrai toujours, c'était dans la Circo Nord de la direction de la jeunesse et des sports qui était affiliée à un stade, enfin un groupement de stades dans le coin, étant donné que Paris, c'est assez grand. Je me souviens qu'on m'avait demandé, je lui dis oui, bon, bonjour, je vais servir à quoi? Vous savez, le mec au taille-crayon là qui veut se rendre utile. Et on me montre des archives et on me dit, bon, voilà, faut classer tout ça et tout. Bon, pas le job passionnant, mais allez, vas-y, c'est bon premier jour, je veux mériter ma paie, je veux montrer que je fais preuve de bonne volonté. Donc, je me retrousse les manches.
Enfin, j'avais pas besoin parce que c'est un job d'été, donc on n'avait pas de manche comme là. Et je commence à classer le truc et au bout de, je sais pas, une, une heure et demie maxi, la personne qui m'avait confié le truc revient voir où j'en étais. Et là, j'entends non, là, 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 mais qu'est-ce que tu fais? Et je me dis merde, il y a un truc que j'ai pas compris, j'ai fait une connerie, je ne sais pas. Et en fait, la personne, donc je m'en inquiète plutôt. Et la personne me dit non, non, c'est pas ça, mais ça, c'est le travail pour le mois. Et genre, j'avais fait à peu près la moitié. Je m'étais dit, bon, la première tâche, vas-y, on la kick, tu vois. Et il me dit, mais vas-y, mais qu'est-ce que je vais te faire faire pendant le reste du mois? Il me dit, non, non, ça, faut que tu le fasses durer tout le mois. Je me dis, non, mais obligé, il y a d'autres trucs. Et je vous jure, il y avait des fois, il y avait tellement rien à faire qu'on avait une chef d'agence quand même dans alors, ça s'appelle pas une circonscription, je suis matrixé par les élections législatives. Je ne retrouve plus le nom. Si, ma chère et tendre mère passe dans le coin, elle l'aura. Et on avait quand même une directrice de ce petit centre. Et je me souviens qu'une fois, on avait fait une pause déjeuner dans son bureau, dans le bureau de la chef. On était 3 ou 4, en plein milieu de l'été. Et il n'y avait rien à faire. On n'avait rien fait de la journée. La pause déjeuner, limite. En fait, le plus pénible, c'était de ne rien faire. J'en reviendrai à ça, justement. Et à la pause déjeuner, hein, je me souviens, on l'avait fait durer vers 14h. La chef d'agence qui nous dit écoutez, si dans 5 minutes, on n'a pas eu un appel d'un autre service pour nous demander de faire quelque chose, en fait, on se tire. Juste, on se casse et à demain. C'est arrivé. Alors, la mairie de Paris, je me souviens, je crois que j'y bossais en 2003. Vous vous souvenez, c'était le premier été de canicule. Bon, maintenant, c'est un été normal, on appelle ça un mardi, en fait. Mais, et je me souviens qu'on nous disait, alors déjà, on faisait pas beaucoup d'heures, on n'était pas trop contrôlé. C'était vraiment 7 heures et ça s'arrête là. Et moi, j'avais poussé le vice jusqu'à mettre mon nom sur la salle de pause pour voir est-ce qu'à un moment on va m'engueuler. Non, même pas. Du coup, j'étais tout le temps dans la salle de pause. J'entendais des fois des gens bitcher sur ma mère qui disaient ouais, elle m'a renvoyé un dossier, faut que je recommence, ça fait chier et tout. Une fois, en fait, on travaillait déjà pas beaucoup. En plus, moi, quand j'étais au siège, j'avais trouvé la combine pour la canicule, c'est-à-dire je faisais mission budgétaire, vous vous souvenez, les archives, souvent c'est en sous-sol. Parfait. Vous voulez passer votre canicule dans un sous-sol. Bien ventilé en plus, puisque c'est des archives. Donc pas climatisé non plus, faut pas rêver, mais il n'y a pas besoin. C'est naturellement climatisé, vu que c'est enterré. Et là, j'entends une annonce. Ding, ding, ding. Oui, alors en raison de la canicule, vous allez travailler 1 heure de moins par jour. Jusqu'à nouvel ordre. Donc vos journées ne font plus que 6 heures. On faisait déjà rien. On faisait tellement déjà. Maintenant, je peux l'avouer, il y a prescription. Les pires trucs que j'ai fait. En fait, là, c'était mon deuxième été. Donc j'avais compris que, en fait, il faut rien foutre. Parce que si tu fais trop de choses, ça va se voir qu'à côté, les autres ne font rien. Vrai truc, hein. Mais là, je me souviens, en gros, le seul truc qu'on m'avait donné à faire, c'est vaguement contrôler des trucs dans des dossiers. C'était beaucoup des piscines et des patinoires, je me souviens. Patinoire, paillon, je me souviens plus, j'ai des noms qui me reviennent. Je vous parle de ça, c'est encore une fois, c'est il y a exactement 20 ans ce truc-là. Et de tamponner des chèques, notamment le chèque du Paris Saint-Germain, je me souviens de rien que la direction de la jeunesse et des sports, c'était en millions, hein, il me semble, hein, à l'époque. Donc c'était quand même plutôt sympa. Un fétu de paille pour. Et c'était avant le Qatar, le PSG avant le Qatar. Et les pires trucs que j'ai fait, donc il fallait ne rien faire, mais par contre, il fallait donner l'impression d'être occupé. Fallait quand même pas que ça se voit qu'on était en train de se branler les couilles. Pardonnez-moi l'expression. Et je me souviens qu'une fois que j'avais compris ça, je me disais, bon, bah en fait, je m'en fous, je peux sortir la veille, dormir 2-3 heures, prendre le RER. Bon, il y avait quand même le trajet qui était chiant, je dormais un peu dans le RER B et tout. Prendre le RER et aller bosser, enfin, me rendre au bureau. Là, je prenais une pile de dossiers, je me mettais sur une chaise pivotante. Ah, ma chaise actuelle ne pivote pas, il faut que je la change. Je me mettais dos à la porte. Imaginez, voilà, que la bibliothèque, ici, c'est la porte de mon bureau. Et je me prenais un dossier. On va dire que ceci constitue un dossier. Je me mettais comme ça, le dossier ouvert, et là, je m'endormais. Mais je m'endormais profondément. Et là, en fait, le truc, c'est que quand quelqu'un ouvrait ma porte, déjà, les gens, ils toquaient à la porte avant, donc ça me réveillait. Et là, je disais entrer, la personne entrait, et je tournais une page. Je ne savais pas ce qu'il y avait devant moi, je ne le regardais pas. Enfin, j'ai regardé, mais en fait, quand je m'y intéressais et que je disais, ouais, ça c'est normal, ce truc-là, on paye des équipes depuis, d'après ce document, on paye des équipes depuis 1997 à ne pas travailler. Oui, non, cherche pas. Donc à chaque fois, bon, que j'essayais de travailler, on me disait cherche pas. Donc juste fais semblant, ok. Et je sais qu'une ou deux fois par jour, je passais dans les couloirs avec une pile de dossiers sous le bras et je marchais d'un pas décidé
assez vite, pas en courant, mais assez vite, genre, ouais, là, j'ai des trucs à faire, ouais, je suis en transit d'un bureau à un autre parce qu'il faut que j'aille faire valider un truc. Non, en fait, je promenais des dossiers. Je ne savais pas ce que j'avais sous le bras, je ne savais pas où j'allais en salle de pause, je buvais un café, je revenais. Mais en fait, c'est ça qu'on attendait de moi. Donc j'espère, ça n'est pas une charge contre les fonctionnaires. Le statut social, salarial de la fonction publique devrait être généralisé à tout le monde, qu'on soit propriétaire de son salaire et que le salaire soit pas en fonction de la tâche accomplie et de notre poste qui nous est échu, Bernard Friot, tout ça, tout ça. Bref, première année de fac infructueuse à la Sorbonne, puisque en fait tout ça jusqu'ici c'était je comptais pas faire carrière là-dedans, et donc je cumule plusieurs petits boulots, puisque à la Sorbonne, ouais, je suis resté une semaine et demie. Bon, l'anecdote souvent c'est alors la Sorbonne ça fait genre la bonne fac, mais c'était un BDUG, langue française moderne et informatique. Déjà l'intitulé de diplôme n'a aucun sens. Je me souviendrai, on avait toujours amphi principal, le truc où il y a plus d'une centaine d'étudiants, hein. Pas la petite classe à la con. La prof qui arrive, c'est cours de sémantique générale. En fait, c'est un nom un peu masturbatoire pour dire grammaire. Et la prof arrive et nous dit bonjour, je suis très contente que vous êtes là. Dans ma tête, ça a fait un tilt, j'ai dit plus jamais je reviendrai. Et je ne suis plus jamais revenu. Donc j'ai fait une semaine et demie à la fac et j'ai cumulé plusieurs boulots à temps partiel. Alors j'avais surveillant dans une école assez bourgeoise, hein, rue du Colonel Moll, il me semble, du 17e arrondissement. J'ai aussi fait animateur en centre aéré. Alors pourtant j'avais pas le BAFA, donc normalement j'étais censé avoir le BAFA, mais bref. Et c'est aussi à cette période que j'ai fait agent d'accueil au centre Georges Pompidou. Alors le centre Georges Pompidou, on en parle, vous savez, c'est le grand machin vers Châtelet avec des tuyaux, et c'est un musée d'art moderne. Et quand je vous disais ne rien faire, ça peut devenir pénible, là ça l'était, parce qu'en fait, il fallait rien faire, mais rien. Rien de ce qui vous plaît non plus. Genre bouger, marcher, parler, écouter de la musique, lire. Non, tout ça c'était interdit, donc en fait vous étiez souvent attribué à une salle et il fallait rester toute la journée. Alors vous aviez une chaise, légalement vous avez le droit de vous asseoir ou d'être debout, mais vous n'avez pas le droit de quitter la chaise, vous n'avez pas le droit de parler aux visiteurs du musée, à moins qu'ils ne viennent vous parler. Moi je me suis fait engueuler parce que, bon après je cherchais, en fait il y avait c'était le côté marxiste déjà en moi, il y avait des visiteurs qui venaient, et ils pouvaient pas se payer un guide, parce que c'était payant d'avoir un guide qui te fait visiter le truc et qui te donne les anecdotes, le contexte des œuvres, etc. Et du coup, moi, je retenais ce que les guides disaient, et comme je me faisais vraiment beaucoup chier, quand les gens venaient, que je les entendais s'interroger, que les œuvres qui étaient exposées dans la pièce qui m'était attribuée les interpellaient, il faut savoir que je faisais 4 heures, voire 2 fois 4 heures. Ça dépendait si je faisais les 2 journées en même temps ou pas. Si je bossais à l'école plus au musée, du coup, je pouvais pas faire 8 heures. Mais 8 heures, je l'ai fait de rares fois. C'est très très dur de rester 8 heures dans la même pièce, avec juste les mêmes trucs. Et du coup, il faut que vous vous occupiez. Donc après avoir lu 28 fois la notice en dessous de chaque œuvre, en plus vous en avez pas forcément beaucoup, il y en avait c'était pénible, il y en avait c'était de l'art moderne, donc des fois ça jouait sur les odeurs, un truc avec une odeur de cannelle, il y a des gens qui sont tombés dans les pommes des collègues, enfin bref. L'art moderne pour le meilleur et pour le pire, il y avait des trucs intéressants. Et dans les trucs intéressants, justement, les gens qui n'avaient pas de quoi payer un guide, eh ben moi je leur disais, bah écoutez, pour les autres salles, je peux pas vous aider, mais je peux vous faire exactement le speech du guide pour cette salle. Je demandais rien, c'est juste moi ça m'occupait, j'étais trop heureux de parler à des gens. Mais non, les gens en fait on avait le droit de leur parler seulement pour leur dire qu'ils n'avaient pas le droit de prendre des photos avec un flash parce que ça peut abîmer la peinture, tout ça. Qu'ils n'ont pas le droit de toucher les œuvres évidemment, mais il y en a qui essayent, hein. D'ailleurs le pire par rapport à ça c'était, même si c'est très bien que ça existe, c'était les dimanches de gratuité. Du coup vous aviez le public qui était pas habitué à fréquenter les musées, mais vu que c'est gratuit, pourquoi pas, ils ont raison d'en profiter. Et du coup ils se conduisaient un peu différemment du public de la semaine. Bon, en vrai, ça allait. Et en plus, c'était payé x3 le dimanche. Ça, tout le monde voulait bosser le dimanche, du coup. C'était assez fou. Mais bref, ça rendait complètement dingue. À l'époque, oui, vous ne me croirez pas, j'avais des cheveux. Et en plus, j'avais des cheveux longs. Et du coup, je pouvais planquer des écouteurs sous mes cheveux. Et ça se voyait pas. Ça se voyait pas trop si on regardait de loin. Et voilà, c'était le truc. En fait, c'est un boulot qui m'a tellement rendu fou. Je me souviens, une fois, j'ai compté les secondes jusqu'à plus de 2000. Et j'ai refait ça une autre fois, et je me suis dit, je vais le faire en anglais, comme ça va changer. Et vraiment, quand vous avez 8 heures à passer dans une pièce en n'ayant pas le droit de lire, vous n'avez pas le droit de lire un livre, hein. Pas le droit de bouger, pas le droit de dormir, pas le droit de manger, pas le droit de boire, pas le droit de parler, pas le droit de rien, c'était compliqué. Alors le seul truc qui était bien, c'était les expos. Les expos, en fait, on n'était pas juste dans une salle, on était deux pour faire toute l'expo, et du coup, on se baladait dans l'expo.
tout simplement, pendant tout le long. Au moins, on marchait, on se détendait les jambes. C'était déjà ça. Et souvent, l'ordinateur qui faisait les équipes nous mariait avec quelqu'un pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et je m'étais fait une bonne pote comme ça, en plus qui était la fille d'un des pontes du musée, donc elle faisait un petit peu ce qu'elle voulait. Et du coup, on se baladait, au lieu de se répartir les ailes de l'exposition et de faire que se croiser, en fait, on patrouillait dans l'exposition ensemble et du coup, on parlait toute la journée. Juste parler, c'est un truc d'un coup, de l'humanité, enfin un peu moins d'aliénation, merci. Et je n'aurais jamais pensé dire ça avant, mais c'était peut-être le boulot le plus nerveusement pénible. J'ai fait des boulots physiquement plus pénibles, j'ai fait des boulots où on faisait beaucoup plus d'heures, beaucoup plus mal payés et c'était beaucoup plus dur. Mais là, la pénibilité de ne rien faire, sachez que ça existe. Bref, la situation à l'époque, elle était un petit peu compliquée chez moi. J'ai assez jeune mon premier logement en colocation dans une maison de Noisy-le-Sec dans le 93 avec une coloc qui se termine mal. Hein. Moi, je me fais virer sans préavis de mon appartement. Je dois trouver d'urgence un appart et je me retrouve dans 22 mètres carrés. 22 mètres carrés, après, dans la coloc dans laquelle j'étais, en fait, j'avais fait ma chambre dans le salon. Oh, une histoire un peu longue, on n'a pas le temps. Et ma chambre faisait 35 mètres carrés. Et là, je me retrouve, tout l'appart fait 22 mètres carrés. Et il y a plus petit comme studio. Mais là, ce qui était fou, c'était... Ce studio, c'était à Pavillon-sous-Bois, toujours dans le 93, mais dans un endroit, voilà, un peu moins brûlé que Noisy-le-Sec, quoi. Et j'avais un balcon plus grand que la taille de mon appartement. Bon, avec moins de dérèglement climatique et beaucoup plus au nord de la France, puisqu'actuellement je suis dans la banlieue de Bordeaux, mais dans la banlieue nord de Paris, on va dire que à part en été, vous profitez pas trop de votre balcon. Moi, ça me servait à punir les gens. Littéralement, en fait, j'étais un des premiers à avoir mon appart. Du coup, tout le monde squattait tout le temps chez moi. Et du coup, en fait, quand les gens ils faisaient trop de bordel ou ils faisaient des conneries chez moi, je disais 5 minutes d'exclusion sur le balcon. Et les gens, ça les calmait. Ça, c'était avant. Et bref, c'est à peu près à ce moment-là que ma vie professionnelle a seulement véritablement commencé. Avec un premier DUT, donc après cette année de fac que je vous ai raconté, qui n'a mené à rien. Oui, entre-temps, j'avais eu un bac littéraire, mention assez bien. Mention, j'ai rien branlé. Mention, j'ai pas révisé, mais bon, en fait, ça sert à ça. Si vous voulez faire un truc, si vous avez des facilités, dans les matières littéraires, alors l'inconnu c'est la philo, c'est un peu casse-gueule parce que c'est un gros coefficient, mais le bac L c'est le mieux. Si vous voulez ne pas travailler, parce que même si vous êtes bon en maths, si vous faites S, SP maths, alors je sais pas si ça s'appelle comme ça encore aujourd'hui, va falloir bosser, vous serez obligé, même si vous êtes très très doué. Hein. Donc moi j'avais choisi là où il n'y avait pas besoin. Et donc premier DUT en gestion logistique et transport que je faisais en alternance. Alors j'ai fait une grosse partie de mon cursus en alternance, pas un gros cursus, hein, vous allez voir. Et je travaillais à l'aéroport de Roissy pendant 2 ans, du coup, 2 ans de contrat de professionnalisation, il me semble, à l'époque. Alors c'est aussi à cette époque que je commence une relation avec une fille que j'avais rencontrée une nuit sur une plage varoise, justement, mon premier été après ma première vraie année à travailler. Et là, je suis en mode, je profite d'autant plus de l'été que c'est la première fois que je me tapais des semaines de 50 heures régulièrement. Et il y avait un petit peu cet effet un peu piège, vous verrez pourquoi, de se consacrer trop à l'entreprise, mais vraiment corps et âme. Surtout que, en plus, moi, premier vrai boulot, après les petites expériences à la con que je vous ai racontées, et là, j'avais vraiment un travail à responsabilité, donc je m'y suis dédié à fond. Par contre, les cours, on s'en foutait, et je séchais de ouf. Et j'étais pas le seul. Alors, faute de temps, je dois aussi abandonner la musique avec mon groupe qui datait de l'époque du lycée, et malgré de bonnes notes, une entreprise très satisfaite, on me refuse le diplôme, et même le redoublement, et je me mange une réorientation. En gros, il y avait un prof qui avait refusé de me noter. Je l'ai supplié de me mettre 0. Mes copies valaient alors c'est pas des partiels, c'est du contrôle continu en DUT, mais bref, ça valait beaucoup plus que 0. Ça valait peut-être pas forcément une excellente note, c'était le prof de gestion des stocks, Monsieur Sec. Je me souviens de toi, monsieur, jamais je te pardonnerai. Et donc, ils ont refusé de me donner mon diplôme parce que, en prétextant que j'avais pas été suffisamment présent en cours. Alors, effectivement, quand vous faites un DUT, sachez-le, j'imagine que c'est toujours le cas, vous signez une clause d'assiduité. C'est-à-dire qu'on peut vous refuser le diplôme si vous venez pas assez en cours. Mais là où c'est dégueulasse, c'est que moi, il y a eu mon prof principal, le prof qui me suivait et qui me suivait en entreprise, mon prof de transport tout court, de droit du transport, je crois. Il était venu me voir 6 mois avant la fin de la 2e année et il me dit « Daimon, par contre, là, tu as beaucoup d'absence. » Et il me prévient de ce truc-là. Il me dit « On pourrait te refuser le diplôme si tu te reprends pas. » Et moi, j'entends l'avertissement, je me dis bon vas-y, je vais arrêter de jouer au con. En plus on me reprochait d'autres trucs, genre oui, ce vie j'aurais dealé du shit sur le parking du DUT, bref.
Voilà, comme Louis Boyard. Et moi, je joue le jeu avec ce prof. Je dis ok. Et là, franchement, je rate plus rien. Alors, je sais pas, même pas si en justifié, genre j'étais vraiment malade. Je sais même pas si j'ai eu une seule absence à partir de ce moment-là. Et du coup, j'ai vraiment cravaché pendant 6 mois à me défoncer pour mon entreprise, 50 heures par semaine pour un salaire de 472,05 € par mois. Ça n'a l'air, je me souviendrai toute ma vie au centime près, et je m'en souviendrai d'autant plus que mon 22 mètres carrés me coûtait 500 € par mois. Donc vous avez le droit des APL, mais c'est quand même compliqué. Et du coup, je me souviens, en plus c'était une copine de classe qui bossait à Roissy, mais juste dans la boîte d'à côté. Là, les zones de fret sont des petits villages, hein. Zone de fret numéro 4, rue des Voyelles, tout ça, tout ça. Et qui vient me dire, ouais, Daimon, t'as pas ton diplôme. J'y croyais pas au début. Je suis venu en bas là, à mon bahut, ils m'ont laissé partir de mon entreprise parce que l'enjeu était gros. Et du coup, voilà, séisme scolaire, professionnel, personnel. Je décide de déménager à Bordeaux à l'été 2006 où je connais absolument personne à part ma famille. Il y avait mon père, ma grand-mère qui sont tous les deux décédés depuis, paix à leurs âmes. Et j'ai toujours des cousines, un oncle et une tante qui y sont, même si je les vois pas très souvent. Bref, je débarque là-bas, j'ai aucun poteau, je connais rien, je ne sais pas, je viens de rater mon diplôme, j'ai eu une expérience de 2 ans intéressante, mais qu'est-ce que je vais en faire? Je n'ai toujours que le bac, est-ce que je me lance avec ça dans la vie? Donc après une première année où je sais pas trop dans quelle direction aller, je me suis fait former rapidement en plomberie. C'était un stage de 3 mois en entreprise. J'avais aussi eu une sorte de contrat d'alternance, enfin en tout cas une convention tripartite. C'est avec la Société Philomatique de Bordeaux. Je sais pas exactement ce qu'ils faisaient, mais ils avaient un atelier de plomberie. On faisait un petit peu de théorique, on faisait un peu de pratique et après ils nous envoyaient en stage. Et c'est le boulot où j'ai été le plus mauvais de toute ma vie. Alors, je suis pas super manuel, mais je me disais, bon, je suis pas plus con qu'un autre si on me montre. Si, Daimon, là-dedans, tu es plus con qu'un autre. Expérience peu concluante. À l'époque, j'étais en mode un peu macroniste, vous savez, après une jeunesse un peu idéaliste, oui, et après, genre, le fatalisme de oui, les humains ne veulent pas être libres, donc moi je vais être libre tout seul et je vais me blinder, je vais ouvrir une entreprise de plomberie parce qu'il paraît que ça brasse bien, donc voilà, je vais faire un stage là-dedans, mais rapidement, je vais mettre quelqu'un à la tête du truc, moi je serai juste gérant et j'empoche les sous, enfin voilà, mentalité de macroniste de merde. Peut-être cette mentalité aussi qui fait que justement à cette période, je me sépare, séparation assez douloureuse avec ma copine de l'époque. Peut-être que cette, voilà, je crois, on en a reparlé depuis, je pense, oui, voilà, justement, qu'elle m'avait connu en mode chanteur-guitariste d'un groupe de rock et le côté macroniste lui avait moins plu. Alors, c'est une période aussi où je fais des petits boulots à la con, je fais un peu d'intérim avec des amis, notamment dans les vignes, notamment surtout pour faire pas mal d'effeuillage. Ah, ça, c'était bien relou, ça te pète bien le dos. Par contre, j'ai jamais été aussi bronzé de ma vie qu'en faisant les feuillages. C'est à peu près à cette période, c'est au mois de juin. Du coup, l'année d'après, je décide de reprendre mes études avec un autre DUT, cette fois un DUT GEA, gestion des entreprises et des administrations. Option finance comptabilité, s'il vous plaît. Alors, à l'époque, on nous le présentait comme le DUT le plus coté du tertiaire. Donc moi je me dis allez, faisons ça du coup, vu que les travaux manuels c'est pas trop mon truc. D'ailleurs j'étais pas sûr d'être pris dans ce truc là, j'étais content quand même parce que j'étais sur liste complémentaire et finalement ils me prennent parce que on le faisait en une seule année. Il y avait des gens qui avaient de la vingtaine jusqu'à une personne qui avait 55 ans dans ma promo. À l'époque j'étais beaucoup plus jeune, c'était quoi? C'était en 2008 par là. Donc que je fais en formation accélérée. Donc formation accélérée, ça veut dire 4 heures de cours le matin, 4 heures de cours l'après-midi. Et des fois, c'est 4 heures de comptabilité générale le matin, 4 heures de comptabilité analytique, ou encore pire, encore 4 heures de général en plus, l'après-midi. Il fallait prendre de la drogue, enfin n'en prenez jamais, mais pour pouvoir y aller. Le truc positif, c'est le seul diplôme pour lequel j'ai vraiment dû travailler. Donc c'est vraiment celui, alors je sais pas, est-ce que le mérite existe? En vrai, vous voyez le React sur Bégodeau, la méritocratie, tout ça. Est-ce que le mérite, ça sous-entend la pénibilité? Je ne sais pas. En tout cas, j'en ai chié cette année-là. Que ce soit au niveau scolaire, il a fallu que je rattrape le niveau de terminal S, SPEMAT. Ouais, on avait fait quoi? C'était des matrices, on avait fait les suites, arithmétiques, géométriques, les matrices, stats descriptives, inférentielles et probabilités. Et tout ça en un an. Et moi, je pars d'un bac L. Donc, moi, c'était bonjour, dans un bouquet de 100 fleurs, il y a 47 fleurs jaunes. Vous avez 4 heures, une calculatrice, 2 copies doubles et un cerveau collectif. Vous pouvez demander à vos voisins pour déterminer le pourcentage de fleurs jaunes. J'exagère à peine. J'avais eu 18 au bac en bas, donc c'est pour vous dire, alors que bon, j'imagine que ça a changé depuis. Et donc cette année, c'est le seul diplôme que je fais pas en alternance, parce que c'est en formation accélérée, et j'ai quasiment aucune ressource. En fait, j'ai même pas le droit au RSA. Je crois à l'époque, je suis trop jeune pour avoir le RSA, je sais plus.
Non, je suis pas trop jeune. Il y avait un autre truc qui bloquait, mais du coup, en fait, mon indemnité était calculée sur le salaire que j'avais en tant qu'alternant l'année précédente. Sachant que le fixe, bah, je vous ai dit, j'ai commencé à 472,05 €, donc imaginez le salaire que. En gros, j'avais 300 et quelques euros. Alors qu'à la fin, à Roissy, j'étais bien payé. Hein, à la fin, on me versait des primes. J'étais intéressé sur la marge commerciale que je réalisais sur certains dossiers, si je me souviens bien. Et des fois, je me faisais des payes à 2000 balles. Et là, par contre, là, j'ai jamais refait des payes à 2000 balles. À 19 ans, j'avais atteint le max du salaire que je toucherais jamais dans ma vie. Bref, donc quasiment aucune ressource et bah, je sais pas, si on refait le comme Louis Bouillard, mais j'ai dû vendre du shit pour remplir le frigo et quelques faux frais, quoi. C'est le stress aussi, le matin, bah, je pouvais pas avoir de titre de transport. En fait, j'aurais peut-être pu en demander, mais je crois que c'est quand on avait le RSA, c'était automatique, mais vu que j'avais pas le RSA, je sais pas, pour avoir un titre de transport gratuit. Donc je fraudais le bus et le tram tous les jours. Et moi, je me souviens, j'avais la tête dans le cul, j'avais dormi 3-4 heures. Et en plus, à chaque arrêt, il fallait que quand même j'avais un peu le stress de non, réveille-toi, est-ce qu'il y a un contrôleur, soit prêt à partir en courant. Bref, c'est pas la meilleure façon de commencer sa journée. Alors j'ai mon DUT GEA, je suis content, et j'enchaîne avec une licence pro en management opérationnel de nouveau en alternance. Alors c'était un diplôme un peu bidon, puisque je suis arrivé major de ma promo, presque sans jamais venir en cours le matin. Je me souviendrai toujours, un jour, genre vers décembre, je suis dans un cours, un jeudi ou un vendredi matin, parce que mon alternance c'était lundi, mardi, mercredi, entreprise, et truc horrible, télémarketing, viticole, fallait qu'on vende 167,25 €, ou je sais plus, ou plus, hors taxe de 20 par heure, en moyenne. Sinon, si on tombait en dessous de cette moyenne, on pouvait se faire virer. Personne ne l'atteignait. Appeler des gens chez eux pour leur demander s'ils veulent du vin. Et voyez si vous en vendez 200 balles par heure. Si on doit parler en TTC, on est au-dessus. Bref, en plus, ouais, j'avais presque autant d'heures de trajet, parce que je sais conduire à peu près, mais je n'ai pas le permis ni de voiture. Et bah, de la banlieue de Bordeaux, je devais aller dans Libourne, mais en plus dans Libourne, un endroit paumé de Libourne. Ça me prenait des fois, ouais, 5-6 heures de trajet aller-retour, quoi. Enfin bref. Donc le diplôme est très très louche, hein. Comme je vous dis, j'arrive major de ma promo. J'envisage un temps, je me fais faire une lettre de recommandation pour mon prof d'anglais, de poursuivre un master aux États-Unis. Allez, je vais faire un Master of Business and Administration. Ouais, le fameux MBA. Mais après, je regarde un petit peu les conditions. Je me dis, alors il faudrait que, 1, j'ai une bourse, enfin, ou un équivalent. 2, que je fasse un job là-bas, genre par exemple, travailler à la cafétéria de l'université. Et 3, que je fasse un emprunt. Donc je fais ouais non tout ça pour avoir un papier, là ça m'embête, j'ai besoin d'argent. Et donc je commence enfin, voilà, je finis ici mon cursus scolaire, ça ne m'a pris que 29 minutes à raconter. Et je retourne travailler dans le transport en urgence que j'avais commencé à faire à Roissy. Du coup je ne vous ai pas donné le détail, mais en gros on faisait du transport multimodal, aérien, ferroviaire, routier, alors presque jamais maritime en soi, peut-être une fois ou deux. Et encore pour aller en Angleterre, genre juste traverser la Manche. Et là, du coup, bah, en fait, on a beaucoup moins d'aériens. Je travaille directement pour un concurrent de la société pour laquelle je travaille à Roissy. Et donc, c'est un boulot qui rend un peu fou. Hein. J'y reste. Alors, c'était 2 fois 6 mois parce que c'était un CDD qui a été renouvelé 2 fois. Donc, je suis resté 1 an. On me faisait faire des horaires. Je racontais ça justement dans mon live avant d'être coupé. C'était le dernier arrivé dans l'entreprise qui prenait les horaires de bouche-trou, qui bouchait tous les trous, qui avait des horaires qui changeaient tout le temps. On se retrouvait à faire les 2-8 alors qu'on bosse dans un bureau. Donc parce qu'on était au siège et du coup, il fallait faire l'astreinte, etc. Donc des fois, je commençais à 8h30 du matin, des fois, je terminais à 2h du matin. Et il n'y avait plus de transport, donc il fallait que je rentre à pied. Et 10 km à faire à pied. Une fois, j'ai pris le taxi, il n'y avait pas encore de Uber à l'époque. Et j'en avais pour 35-40 €. Donc je me disais, oui, ça n'est plus rentable d'aller travailler. Il faut arrêter, Diamond, ça. Bref, je finis par refuser le CDI au bout de 2 CDD, puisqu'on ne pouvait pas me refaire un CDD. Mais je continue de faire un peu d'intérim pour eux de temps en temps. Alors là, on arrive à un moment où tout ce que je vous ai raconté, je suis un peu épuisé, un peu écœuré par les 3 ans intenses que j'ai vécu en tant qu'étudiant, puis alternant, puis ce boulot qui rendait un peu dingue. Vraiment, tous les gens qui étaient là depuis longtemps, ils développaient des tics, vraiment, c'est des tics de nervosité. C'est transport en urgence, en fait, on vous appelle que quand les trucs sont impossibles et très très graves si le transport ne se fait pas. Vraiment, des fois, littéralement, c'était des questions de vie ou de mort, où on disait, bon, bah voilà, c'est du matériel médical, ça c'était plus à Roissy, via leur filiale biologique. On disait, bon, bah là, en fait, il y a du matériel, je ne savais même pas nécessairement ce que c'était, du matériel médical à embarquer. Il faut l'emmener, je sais pas, au Togo, dans le sud du Togo. Et si ça n'arrive pas avant telle heure, il y a tout un village potentiel, des gens qui commencent à crever, donc quelques centaines de personnes.
potentiellement qui peuvent crever si tu n'y arrives pas. Et là, tu essaies de faire embarquer ton truc dans l'avion et puis, le commandant de bord refuse ton matériel et il n'a pas le besoin de le justifier. C'est-à-dire que tu as payé pour ça. Tu appelles son supérieur, tu appelles l'entreprise, ils te disent oui, non, mais c'est. Et en soi, c'est pas plus mal. Ils disent même si nous, on est l'entreprise qui employons le commandant de bord, le pilote à bord d'un avion, c'est Dieu. Donc, il n'a pas motivé ses décisions. Si votre tête vous lui revient pas, la tête de votre colis, peu importe, il n'a pas besoin de motiver ses décisions. Donc, il avait le droit de condamner à mort des gens. Enfin, bref. Ce boulot vous rendait fou, un peu, au bout d'un moment. Il y avait des trucs marrants, des fois, oui, quand tu livres la guitare de Calogero en plein milieu, tout en haut d'une montagne, en plein milieu de la nuit d'urgence pour un concert Larrache parce qu'il ne peut pas jouer sur une autre guitare que la sienne. C'est rigolo. Du coup, voilà, là, je suis un peu rincé après avoir vécu tout ça. Et je connais ma première longue période de chômage. Je sors aussi beaucoup à cette période, hein, depuis déjà 2 ans. Déjà à l'époque, quand je bossais, justement, ben, j'avais tendance. C'est ça le pire, c'est même quand je bossais, en fait, je dépensais beaucoup plus. Et du coup, je mettais rien de côté entre soirée étudiante, boîte de nuit. J'arrivais même à me foutre dans la merde certains mois alors que j'avais un salaire à l'époque. Un vrai salaire. Bon, c'était un truc genre, je crois, je touchais 1400 et quelques euros net par mois. Donc, dans les années. Bon, là, on commence à rentrer dans les années 2010, mais bon, c'était pas ouf non plus. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait d'autre pendant le boom fiscal? Oui, des panneaux solaires. Est-ce que vous vous souvenez quand ils faisaient des grosses déductions d'impôts? Bah, j'ai bossé brièvement comme vendeur. On était payé qu'à la com. Je suis pas resté très très longtemps du coup. Je détestais ce boulot. Démarcher des gens, c'est ce qu'il y a de pire. Je détestais le faire au téléphone. Là, je le faisais dans des galeries marchandes. Et après, ouais, je détestais aussi les rendez-vous en clientèle. J'avais accompagné un vendeur confirmé une première fois où le mec, bon, te paye le Dijon et commence à te faire ses gros discours racistes et toi, tu dois opiner du chef. Ah, vous avez bien raison, les Arabes, bon monsieur, hein, tout fout le camp. Et voilà, tout pour qu'il signe en fait. Bref, et après, en plus, le vendeur il me disait non, mais moi, en plus, je déteste ça, les Sistras, mais moi, je m'en fous. J'ai que 2 passions dans la vie, je me souviendrai toujours. Il me disait, moi, j'ai que 2 passions dans la vie, la vente et baiser des meufs. C'était vraiment un stéréotype sur pattes. Mais il devait en baiser parce que, du coup, comme vendeur, il avait la tchatch, il avait plutôt une belle gueule, donc à mon avis, il n'y avait pas de problème pour ça. Mais par contre, sa vie, vraisemblablement, ne se résumait qu'à ça. Dès qu'il avait un moment de pause, il était sur des applis de rencontres sur son téléphone. Enfin bref. Du coup, moi, je rage quit au bout de quelques semaines ce truc-là, par SMS, en mode rien à foutre. De toute façon, vous ne m'avez jamais donné l'argent. Alors, j'ai peut-être appris des trucs de démarchage que j'espère ne jamais avoir besoin de réutiliser dans ma vie. Peut-être il y a des trucs en tant que streamer, des attitudes, des façons de poser ta voix. Peut-être ça m'a changé quand même. Toutes vos expériences vous changent, quoi. Bon, là, j'arrive en fin de droit, je me retrouve au RSA et globalement, si vous avez déjà été au RSA, vous le savez, ça n'est pas un statut enviable, c'est la merde. Alors, je me rappelle qu'une fois, ça j'ai déjà raconté cette histoire en live, ma carte bleue ne passait plus. Alors, j'essayais de payer mes courses avec. On était le 12 du mois. Le 12 du mois, ma carte bleue, c'est pas que j'avais plus d'argent sur mon compte, c'est que j'étais tellement à découvert qu'elle ne passait plus. Bref, c'est à cette période que je rencontre une fille qui a le courage de se mettre en couple avec moi, malgré ma situation. Alors là, dans ces cas-là, vous savez que la fille vous aime pour ce que vous êtes. Hein. Vous êtes au RSA. Là, c'était quoi ma vie? Ma vie, elle se résumait à mater des séries, alors que je téléchargeais encore à l'époque, aller à la muscu quotidiennement. Donc là, voilà, j'étais en mode go muscu au moins. Fit et tout, jouer à un MMORPG la nuit, voir ma meuf 2 fois par semaine et sortir avec mes potes le week-end. En gros, c'était ça. Je servais aussi parfois de DJ, un pote de temps en temps que vous sur ma radio, vous l'avez peut-être entendu m'appeler DJ. Bah, j'aimais bien ça, DJ, parce que ça me rappelait. Déjà, il y a le côté cool de. Il y a une fois où je me suis fait raquer, mais voilà, en mode quand même amateur. Hein. Sinon, je faisais ça gratos, je laissais mon matériel chez des potes, j'avais juste une surface de contrôle, hein, mais ça me rappelait l'époque où je faisais de la musique. En plus du fantasme de vous avez des musiques que vous aimez bien, mais vous aimez bien ce passage, mais pas tel autre. Bah là, vous pouvez extraire la substantifique moelle. Si elle est insuffisante, même la compléter avec plus de moelle ou avec, je sais pas, des os, de la chair. Enfin, compléter la métaphore comme vous voulez. Et alors, si vous suivez souvent mes émissions ou tout simplement si peut-être en entendant certaines de mes vidéos puisque Storytime sera publié sur la chaîne Daimon où il y a des vidéos qui sont plutôt écrites contrairement à mes lives qui le sont de temps en temps mais plus un peu comme un article. Moi le talent que je me suis toujours reconnu volontiers dans la vie et j'étais frustré de pas trop avoir de boulot jusqu'ici qui corresponde à ça, c'était écrire. Donc je me suis dit bah tant pis, j'ai pas de boulot qui utilise ce talent, bah je vais utiliser mon temps de chômage de RSA pour gratter un maximum de papier. Alors taper hein, évidemment, on va pas se faire chier à faire ça à la main. J'écris une bonne centaine de pages de ce qui est supposé être un essai romancé mais qui s'avère finalement n'être qu'une énième autofiction que je juge jamais assez bonne pour
même tenté de l'envoyer à un éditeur. Je me fais pas d'illusions. Et ça reste toujours. Il y avait des tournures de phrases dont j'étais fier, mais ça ne suffit pas à faire un bouquin. Il ne faut pas que de la forme au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu as envie de raconter? Quand tu es jeune, tu as envie de raconter ta vie. Sauf qu'en fait, ta vie, elle n'est pas encore très intéressante. Souvent. Toujours des cas, hein, ouais. Bonjour, j'ai grandi dans un pays en guerre, j'ai fait le tour du monde avant l'âge de 14 ans. Bon, à 18 ans, j'ai été sur Mars, j'ai été le premier. Oui, voilà, là, vous avez peut-être des choses à dire. Le Diamond de l'époque, pas trop. Et j'espère que le Diamond d'aujourd'hui, un peu plus, dans ce storytime un peu trop long. Alors, à ce moment, histoire que ma carte ne bloque pas tous les 12 du mois, ça m'arrive de travailler certains week-ends au dispatch d'une entreprise de livraison d'apéritifs à domicile à Bordeaux. Et alors ça me rappelle mon ancien boulot de transport en urgence. C'est du transport en urgence la nuit, ça j'ai déjà fait, sauf que là la grosse différence c'est que, notable, c'est que tous mes clients sont complètement bourrés. Donc ils sont tous généralement... Le rush, c'était les sorties de boîte. Donc les sorties de boîte à Bordeaux, à cette époque-là, les boîtes, à 4h du matin, tout le monde était dehors. Hein. À 3h30, ils commençaient à vous dire, finissez votre verre. Et moi, j'appelais ça des boîtes de fin d'après-midi. Mais bref, forcément, quand on vient de région parisienne, ça choque. Quand on vient d'autres villes aussi, hein. À Lyon, les boîtes ne fermaient pas à 4h du matin. Les bars à 2h du matin. Donc il y avait deux vagues. C'était les gens qui sortaient de bar, qui voulaient pas aller en boîte et qui avaient envie de continuer la soirée. Bon, il y avait aussi, tout au long de la soirée, les gens qui avaient prévu, mais pas assez, etc. C'était un peu dans un flou juridique, je sais pas ce qu'il en est d'ailleurs actuellement. Et tout ça nous mène voilà, d'année en année jusqu'à 2013, il y a 10 ans. Et ouais, ça ne nous rajeunit pas, en tout cas ça me vieillit de 10 ans, où je crée une adresse Gmail pour pouvoir commenter une vidéo tout à fait incroyable d'ailleurs que j'ai re-upload sur ma chaîne gaming. Je peux tag le point. On peut tag le point. Non. Non. Du youtubeur à l'époque dont je suis le plus fan de tous les youtubeurs qui existent, Belial Spirit, le roi francophone incontesté de Star Wars The Old Republic. Vous vous souvenez, le MMO sur lequel je passe toutes mes nuits. Et je sais pas encore, évidemment, que le compte que je viens de créer pour pouvoir commenter cette vidéo, la loi de la tour neutre, je me souviendrai toujours, c'est mon premier commentaire. Du coup, qui n'existe plus aujourd'hui, vu que la vidéo a été supprimée par Belial et réuploadée par mes soins, mais il est d'accord. Et je sais pas encore que le compte que je viens de créer pour laisser ce commentaire deviendra cette chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder, qui pendant les 2 premières années, du coup j'y toucherai pas, en fait ça me servira juste un compte de viewer, peut-être comme le vôtre, ou peut-être pas si vous avez déjà mis du contenu. Et vous êtes à un clic de mettre du contenu en fait, c'est ça qui est assez cool avec YouTube, c'est que c'est facile d'héberger ses propres vidéos. J'essaierai de faire un peu de montage pour mettre des images d'archives de moi. Il y a des images d'archives notamment des tout débuts de Dailymotion, avant même YouTube. Genre il y a une vidéo de moi de 2005 qui est encore en ligne. Je l'ai téléchargée, ne vous inquiétez pas. Normalement, vous en aurez eu des extraits plus tôt. Alors en 2014, un des amis que j'ai rencontré justement dans les soirées étudiantes que je vous racontais tout à l'heure, où je faisais DJ, où on faisait évidemment des beuveries, c'est les soirées étudiantes, ne buvez pas d'alcool, c'est très mal, et ça ne mène pas à grand chose d'intelligent. Mais là ça m'a mené à un projet un peu fou, à savoir faire une web TV pour Vincent Moscato. Alors, je suis pas spécialement fan de rugby, je sais que lui il a fait une grosse reconversion, qu'il est RMC, qu'il est humoriste, etc. Et on me fait comprendre qu'il y a moyen d'être salarié si le projet voit le jour. Ce qui m'enthousiasme. On me dit, attendez, toi tu connais bien les trucs YouTube, tout ça. Ben, justement, ils veulent faire une web télé, ils cherchent du monde, est-ce que ça t'intéresse? Bien sûr, oui, ça m'intéresse. Donc on travaille là-dessus pendant un an sur un avant-projet. Alors sans être salarié au début, mais parce que de toute façon au début, voilà, on était juste en mode brainstorming, on va pas se faire payer pour brainstormer, mais bref. On travaille dessus un an avant de lancer la Mosca TV début 2015. Alors on a commencé à être salarié avant la diffusion, hein, je vous rassure. Je déménage dans mon actuel appartement, celui que vous voyez ici, toujours vers Bordeaux. Pour me rapprocher du boulot, puisque voilà, j'ai changé de rive, que c'était un petit peu chiant de traverser la Garonne tous les jours pour aller au boulot. Notamment une fois, on a voulu traverser le pont d'Aquitaine avec du gel dessus en scooter, à deux sur un scooter, peut-être un peu dangereux. Par contre, voilà, l'inconvénient, c'est que je m'éloigne de ceux qui étaient quasiment mes voisins, hein, de l'autre côté du fleuve. C'est l'époque aussi où j'arrête la muscu, donc où je commence aussi à prendre du poids. L'histoire avec ma copine qui se termine aussi. Alors, je sais pas si c'est lié avec la prise de poids. Et je le prends pas, voilà, là aussi, ça me met un petit peu en bad, puisque des histoires d'un soir, de vacances, de quelques semaines, quelques mois, j'en ai eu comme tout le monde, mais des relations vraiment longues de plusieurs années, là j'en ai vraiment eu que 2 dans ma vie, donc là à chaque rupture ça me fait ouais, j'ai pas envie de m'y remettre tout de suite quoi. En 2016, on avance un petit peu, du coup la Mosca TV, première web télé généraliste historiquement de France, hein, ferme ses portes. On l'a fait avant Webedia, vous vous souvenez, c'est le live, faites du bruit, je vous entends pas.
Bon, voilà, eux, ils se sont plantés beaucoup plus tard que nous, avec beaucoup plus de millions. Et avec des gens célèbres, parce que nous, à part Vincent Moscato, qui est venu une fois, et qui le reste du temps faisait en distanciel via Skype, bon, en fait, on a fait venir des youtubeurs. Je crois le plus gros youtubeur qu'on a fait venir, il avait 10 000 abonnés ou un truc comme ça. Bref, on a eu quand même des faits d'armes, oui, notamment la couverture au Clermont Geek Convention de 2015. J'avais filmé une vidéo de Link the Sun qui avait fait pas mal de... Une conférence de Link the Sun qui avait fait pas mal de vues. J'ai interviewé, d'ailleurs, Link the Sun à cette occasion-là, j'en ai déjà parlé. L'interview, je crois, est toujours trouvable. J'ai aussi interviewé les noobs. Alors, à l'époque, il y avait Gaïa, il y avait Fantôme, donc Fabien Fournier et sa compagne. Il y avait Omégazel, Julien Guellerin de tête, Timan, Guillaume Durand, oui, un autre Guillaume Durand. Coalition, destruction, donc j'étais très content. J'ai interviewé Chris de Minute Papillon aussi, avec qui ça s'était bien passé. Qui était un petit peu bourré, mais ça s'était bien passé. Peut-être c'était lié aussi, là, je ne sais pas. Et donc voilà, la fermeture de la Mosca TV, je vais me retrouver de nouveau au chômage. C'est pas cool. Alors, il y a quand même un truc cool, c'est que j'ai pu filmer, après la fermeture de cette web télé, le deuxième spectacle de Moscato. Moscato au galop, je sais plus si c'est One Man Show ou Moscato au galop, c'est un des deux. Je l'ai filmé plein de fois, de toute façon, avant que le DVD existe, les images qu'on avait faites à Bercy. En plus, première fois qu'on utilise le matos de la Mosca TV qu'on venait de recevoir. Bonjour, dans 1 heure, tu vas filmer à Bercy. Ouais, d'accord. Comment on allume la caméra? Bref, on a réussi à faire un truc à peu près exploitable puisque Touche pas à mon poste avait utilisé les images avec l'accord de Moscato qui était invité ce jour-là. Et donc il y a des images de les plans que vous voyez depuis le balcon avec certains zooms, des zooms, les plans en plongée du côté droit que vous voyez sur le deuxième DVD de Vincent Moscato. C'est moi. Et donc, on avait fait ça. C'était la prod, c'était Universal. Merci beaucoup à mon ancienne patronne de m'avoir proposé ce plan après la fermeture de la Mosca TV. En plus, c'était très bien payé. Donc, c'était cool. Bon, c'était qu'une journée, mais enfin une après-midi, mais c'était très cool. Et j'avais pu manipuler, j'ai encore une photo, j'essaierai de vous la mettre en post-prod, d'une caméra gigantesque qu'on avait en plus en mode épaulé ici. Et ça, c'était beaucoup trop classe. Par contre, le zoom, pour faire un zoom très très lent, très très sensible, et vous aviez dans l'oreillette le réalisateur du spectacle, et qui disait vas-y, continue le zoom, plus lent, plus lent. Et là, tu relâchais un petit peu le bouton, et du coup, tu le relâches un peu trop, et là, le zoom s'arrêtait. Il disait non. Et genre, t'avais niqué le zoom là, en fait. Et du coup, après, ils ont plusieurs plans, ils pourront. La réal se fait pas en direct, mais du coup, ce zoom-là ne sera pas exploitable. Donc, vous vous faites un peu engueuler, ou pas entièrement exploitable. Bref, j'ai encore passé un arc narratif entier de ma vie. Oui, il faut bien que le titre, on raccroche à ce truc-là un moment. Un arc entier de ma vie, acquérir des compétences qui vont probablement devenir complètement inutiles si je change encore de voix. Un journal jeunesse, puis la mairie de Paris, puis le musée national d'art moderne, après transport logistique, un peu de plomberie. Ce truc n'a aucun sens. Les vignes. J'avais fait la compta aussi pour une boîte d'immobilier. Ça, c'était pour le stage mon stage pour mon deuxième DUT. Que des expériences qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Et là, je sors de la web télé. Sauf que là, cette fois, j'aimais ce boulot. J'aimais ce boulot et je me dis non, là, j'ai pas envie de changer. S'il y a moyen de rester dans l'audiovisuel, c'est un truc que j'aime bien. Je peux écrire dans l'audiovisuel. J'aime bien poser ma voix, même si la voix que j'avais il y a 2 secondes était complètement dégueulasse. Le secret, c'est le monitoring, évidemment. Compresseur un peu cool peut aider aussi. Et ça m'a appris, la Mosca TV, à présenter des émissions, à faire du montage, à du coup gérer un live puisque tout était en direct. Et je me dis non, ça je veux pas que ce truc là ce soit juste un tiroir de ma vie que je referme et on passe au suivant. Donc à l'époque, qu'est-ce que j'avais? Moi, ma chaîne Diamond, c'était juste une chaîne à la base gaming où je faisais du SWTOR et j'avais commencé à faire d'autres jeux et que j'avais lancé pendant la Mosca. Alors, il y avait une petite embrouille d'ailleurs, c'est en mode oui, tu utilises le matériel de production de la Mosca TV, donc tu dois faire du contenu pour la Mosca TV, pas pour ta chaîne personnelle. En fait, au final, j'avais réussi à faire un petit peu des dons, c'était arrangé. Et là, je me dis, bon cool, je vais pouvoir le relancer. Là, j'avais récupéré le PC de stream de la Mosca TV, celui qui est dans ma chambre aujourd'hui. Un PC, le boîtier est de 2012, les disques durs aussi. D'ailleurs, il faudra que je finisse par changer les disques durs. Il ne restera du PC d'origine que le boîtier. Et c'était le PC de la régie. Donc, d'ailleurs, petite mésaventure moins de 24 heures après que je l'ai acheté, le PC ne s'allume plus. J'étais très très content. Mais je me dis, je vais pouvoir continuer ma chaîne avec ça. J'avais pas d'écran, j'avais qu'un écran en 4 tiers que j'avais récupéré. Enfin, c'était n'importe quoi.
Ça a été compliqué et bon, vidéo par vidéo, j'ai quand même réussi à avoir un ou deux petits succès d'estime sur cette présente chaîne, même si la plupart des vidéos ne sont plus accessibles. Elles sont toujours accessibles via des playlists, hein. D'ailleurs, si vous cherchez la playlist ou autant revoir mes anciennes vidéos, voilà, mais histoire de faire le ménage un peu pour la chaîne. Et ma plus grosse vidéo à l'époque dépasse les 10 000 vues. Et voilà, genre j'avais même pas 1000 abonnés. J'étais très content d'avoir une vidéo qui fait plus de 10 000 vues, quoi. Mais bon, c'est une chaîne qui me rapporte à peine un petit pourboire tous les mois à partir du moment où j'ai ouvert un Tipeee. Et l'argent de la publicité, c'est vraiment complètement anecdotique. Alors pour manger, je vais postuler à des jobs alimentaires autour de chez moi et je suis embauché comme cuisinier. Et oui, quitte à faire un job alimentaire dans un resto Tex-Mex. Alors sans expérience, sans CAP cuisine, hein, du coup. Et alors, le gros avantage, c'est que moi, j'adore cuisiner. Moi, j'avais postulé pour faire de la plonge. Ou, voilà, j'avais pas dit bonjour, je veux travailler en cuisine. Je poussais toutes les portes qu'il y avait autour de chez moi. Comme si vous êtes déjà retrouvé en galère. En plus, moi, je suis pas ultra mobile au-delà des transports en commun. Donc, je cherche quand même d'abord autour de chez moi. Donc, j'aime cuisiner, j'adore cuisiner depuis toujours, hein, ça me vient un petit peu de mon père. J'en ai parlé, ça, dans mon interview chez Echarpe. Revoyez-la, je la mettrai en lien si j'y pense. Diamond du futur. Pense-y. Alors, l'inconvénient de bosser en cuisine, c'est que c'est le boulot le plus pénible, le plus désocialisant et le moins considéré à quelque égard que ce soit, au niveau salaire, comme au niveau de comment on vous parle, hein. On m'a littéralement dit: «Ah, mais Daimon», une fois, je me plaignais un peu des conditions de travail et l'associé du patron, il me fait: «Ah, mais Daimon, mais de toute façon, tu fais un métier de chien». Il vient de me traiter de canidé, en fait, comment ça se passe? Alors c'est à cette période, puisqu'on parle de canidé, que j'adopte Satil, hein, qui est ma ratonne laveuse de compagnie, qui fait dodo ici, je vais pas la déranger, mais vous la voyez dans plein de vidéos évidemment, et qui a un comportement de canidé, donc ça c'est plutôt pratique. Sur YouTube, j'entame une collab à ce moment-là avec Oxelm pendant que je bossais en cuisine, les Mousquetubes. Alors, il y a eu des replos, notamment mon interview de Edward, qui fait sa chronique, qui faisait sa chronique tous les dimanches. Maintenant, ça va s'espacer dans le temps. À l'époque, il était sur jeuxvideo.com encore. Il a beaucoup, c'est cool pour lui d'ailleurs qu'il ait à ce point explosé. Après jeuxvideo.com, il y en a beaucoup qui n'ont pas survécu à l'après jeuxvideo.com, hein. Il y en a qui, comme Usul, comme Edward, comme les Bob Lennon et compagnie, ont complètement explosé, hein, largement plus depuis, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui est passé par chez eux à ce moment-là. Donc j'ai le plaisir de reprendre, puisque je vous parle de ça, les interviews, oui, comme à l'époque de Mosca TV. Et j'ai mon micro qui se tend vers Antox Colaboy, Oliesh et donc Edward. C'était notamment voilà, mon pote Oxelm, alias Landers à l'époque, qui me complétait idéalement. En fait, et en plus qui était vraiment très très humble. C'est-à-dire que lui, il se disait, Daimon, il saura mieux gérer l'interview. Par contre, il a pas l'air de bien se bouger, et d'ailleurs c'est toujours mon problème aujourd'hui, il a pas l'air de bien se bouger pour avoir des interviewés, des dates, des gens qui sont d'accord. Et lui, pour démarcher les gens, il était super fort. Moi, vraiment, en quelques semaines, quelques mois, Antox Colaboy, Oliesh et Edward. Oliesh, c'était, vous le connaissez peut-être pas, à une époque où le jeu était hype, moi j'ai arrêté d'ailleurs récemment Hearthstone, c'était le plus gros streamer francophone, puisqu'il est belge, le plus gros streamer francophone, et de loin, de Hearthstone. Alors après Torlk et Marmotte, revoyez ma vidéo sur Torlk et Marmotte si vous ne l'avez pas vu. Dans le cadre des Mousquetubes, sans transition, j'ai aussi eu un projet de vidéo avec un inconnu d'alors, puisque les Mousquetubes, c'était un collectif où il n'y avait pas que Landers et moi-même. Il y avait le radis irradié, personne ne le connaissait à l'époque. Maintenant, je sais pas, le mec il a une chaîne avec 500 000 abonnés ou plus, il fait des collabs avec tout le monde. Les rushs se sont perdus. Alors peut-être un jour je remettrai la main sur les rushs et je les exhumerai juste pour le délire. Enfin, il y avait une partie des rushs qui étaient perdus, mais pas ceux du radis irradié. Et du coup, la vidéo c'était censé être une critique sur Jigme et Dr Nozman. Et c'est jamais. Je m'étais fait plaisir sur le texte. Et en fait, ce qui était super cool, c'est que du coup, j'ai écrit le texte de tout le monde, notamment le texte du radis irradié. Donc j'ai une lecture par le radis irradié qui avait déjà une super voix, que ce soit au niveau qualité du micro ou qualité de la prosodie, de la façon de poser sa voix à l'époque. Et donc j'ai quand même une bonne dizaine de minutes du radis irradié qui dit mon texte. Et ça, c'est quand même collector. Alors, je dors 3 heures par nuit à cette époque-là pour faire du montage. Je termine le boulot des fois 1h30, 2h du matin. Je recommence le lendemain matin parce qu'il y a 2 services par jour, les horaires en coupure. Mais je dois faire du montage parce que j'ai des interviews et maintenant il faut que je les monte. Donc je fais ça après le boulot, et avec toutes les galères, avec le manque de sommeil, avec le fait que je devais laver mes tenues à la main, et puis des tenues de cuisine, il faut les laver, il faut faire bouillir des casseroles d'eau. Vous n'allez pas le faire à 40 degrés. Et j'avais pas de machine à laver. Bref, c'était parfait, je n'en pouvais plus. J'avais des semaines, j'avais juste une demi-journée de récupération par semaine, je ne savais jamais quand. Je crois jamais avoir eu plus d'une journée de repos consécutive.
Des semaines qui allaient jusqu'à 90 heures des fois, enfin c'était vraiment terrible. Et du coup la collaboration des Mousquetubes va planter parce qu'il me dit bon bah Daimon, moi je lui trouve des interviews, il me dit qu'il fait le montage, ça prend des semaines. Il y a une fois où il m'a perdu les rushs et du coup le truc est jamais sorti, et les autres trucs ça prend v'là le retard. Bref, c'est la raison pour laquelle les choses ont été re-uploadées sur ma chaîne plus tard, vu que la chaîne des Mousquetubes a fermé malheureusement. Alors malgré des services à sang couvert, un personnel réduit qui fait tout maison, le restaurant cool, et c'est un Italien qui prend sa place. Et alors là, mes racines italiennes me disent « Ouais, la cuisine c'est pas ouf, mais t'as l'opportunité de faire de la cuisine italienne, ça te branche encore plus ». J'aime bien la cuisine italienne, j'aime bien la manger, j'aime bien la faire. J'aimais déjà faire du risotto, j'aimais déjà faire les vrais carbos. Hein. Non, c'est avec du guanciale, c'est pas avec des lardons, c'est avec du pecorino romano, c'est pas avec du parmesan. Enfin bref, je vous renvoie à mes longs lives où on parle de ce genre de choses, notamment. J'ai l'opportunité de bosser avec alors Giuseppe et Vincenzo et Pino qui est venu plus tard, mais vraiment deux gros tauliers de la pizza italienne. Non, je crois que c'était Pino qui parlait pas un mot de français sur le coup. Les autres, ils baragouinaient au moins quelques mots. Alors moi, j'ai essayé de faire la traduction, même si je parle très mal italien, entre la salle qui ne parlait pas un mot d'italien et la cuisine qui, voilà, captait pas trop le français. Avec beaucoup de faux amis d'ailleurs entre les deux langues. Hein. Je me souviens toujours à chaque fois quand on disait oui, passe-moi la carte, en fait ça veut dire passe-moi le papier. La carte, hein, mais bon voilà, et du coup ça devenait. Moi au début je comprenais pas, je lui passais la carte du restaurant, il me fait mais non, mais qu'est-ce que t'as fait de chaîne. Donc c'était très cool ouais, de bosser avec des cadors. Je crois il y en a un qui était vice-champion d'Europe de pizza, l'autre il était champion d'Italie de pizza freestyle. Enfin voilà, c'était des mecs qui avaient un palmarès déjà quoi. Donc j'en retire du positif, hein, c'est-à-dire ça, c'est les meilleures pizzas que j'ai jamais mangées et ils m'ont appris à la faire. Ça c'est quand même cool. Mais j'en ai un petit peu marre de me faire exploiter. Alors il y a mes collègues d'ailleurs au fur et à mesure qui partent du restaurant, hein, on commence à nous demander de servir du surgelé. Alors on fait toujours beaucoup d'heures, mais en plus on n'a même plus la fierté de ce qu'on sort. Justement, si mon pote Top voit ça, on parlait de la fierté au travail tout à l'heure quand je suis passé le voir. Et au bout de 2 ans comme cuistot, bah, je saute sur l'occasion hein, lorsqu'on propose une rupture conventionnelle, puisque jusqu'ici on me disait si vous n'êtes pas d'accord, vous démissionnez. Je fais ouais, non, mais le RSA, non, je ne veux, non, s'il vous plaît. Donc rupture conventionnelle, voilà, ça me laisse un peu de répit. Hein, voilà, encore une fois, confronté au Pôle emploi. Alors là, je me mets au Pôle emploi spectacle, parce que stratégiquement, je me dis oui. Non, je ne veux pas qu'on me propose des offres d'emploi de cuistot, de plongeur ou de serveur. Non, surtout pas. J'ai fait ça par accident, je ne veux jamais y retourner. Je me souviens que c'était mon chef pâtissier Mario qui disait moi je quitte la cuisine parce que en fait, il avait quitté le Portugal pour venir apprendre la cuisine en France tellement il était passionné. Et il dit là à travailler là comme ça, je suis en train de perdre ma passion de la cuisine. Et ça, c'est peut-être le truc professionnel le plus triste que j'ai entendu de ma vie. Quelqu'un qui avait quitté un bon boulot au Portugal pour recommencer à plus de 30 ans, tout en bas de l'échelle, un CAP à bosser. Alors, il avait bossé au Jules Verne, donc au bas de l'échelle, mais en haut de la tour. Et qui était prêt à accepter des conditions comme ça. Et bah, même lui, même avec toute sa volonté de bosser là-dedans, de changer de pays, d'apprendre à parler français, je ne sais pas s'il parlait déjà français, à la base, il le parlait en tout cas superbement quoi, lorsque moi je bossais avec lui. Et bah, ils ont réussi à le dégoûter. Le monde du travail a réussi à le dégoûter. Les secteurs en tension ont réussi à briser cette passion. Donc bah voilà, moi à cette époque, je décide que, quitte à galérer, je vais continuer de tenter de faire ce que j'aime, à savoir de l'audiovisuel aussi longtemps que j'arriverai à survivre à peu près avec ça. J'arrête les vidéos gaming sur ma chaîne principale. Alors, bon bah voilà, dans le gaming, c'est soit t'es plus fort que les autres, soit t'as plus d'informations, t'es mieux renseigné, tu as les infos avant les autres, tu connais des éditeurs qui te laissent filtrer des tuyaux, etc. Bah, par exemple, si vous suivez le champion du monde d'un jeu, vous le suivez pour ça. Si vous suivez Gotoz, c'est pas parce qu'il est très fort ou très drôle, même si ça peut lui arriver d'être marrant, mais parce qu'il va vous informer, il va vous éditorialiser même son contenu. Il va vraiment vous faire une approche journalistique ou justement un mec comme Bob Lennon qui est divertissant. Je me dis, Daimon, tu n'as aucun de ces 3 trucs-là. Et tu peux essayer de faire un peu des 3, mais ça va servir à rien en fait. T'auras forcément mieux dans. Voilà, peut-être premier indice de la polyvalence. Mieux vaut être très spécialisé dans un truc, peut-être. Alors moi du coup, j'arrête les vidéos gaming, je lance le journal de YouTube. Alors il y en a eu 2, même si j'ai une playlist, le journal de YouTube avec toutes mes vidéos les plus travaillées, ce qui ne sera pas le cas de celle-là, de ce Storytime, évidemment, c'est dans le titre. Alors je détaille pas trop cette période parce que j'en ai déjà parlé dans mes 2 derniers podcastinations. C'est un beau valise que je n'arrive même pas moi-même à le prononcer alors que je l'ai inventé. Allez les écouter, je raconte voilà tous les débuts de cette chaîne. J'ai mes premiers petits succès pour une chaîne avec des vidéos à plusieurs dizaines de milliers de vues.
Pour la taille que j'avais, c'était pas trop mal. Donc là, j'avais un Tipeee, mais voilà, c'était genre, c'est quelques dizaines d'euros par mois, quoi. Donc lorsque j'arrive en fin de droit chômage à nouveau, ça recommence à être compliqué. C'est là que je fais des vidéos importantes pour moi. Celle sur les débats de Gérard, celle sur Usul, celle sur les Guignols. Vous m'avez peut-être découvert par ma vidéo sur les Guignols. Vous m'avez peut-être déjà vu dans une vidéo telle que... et celle voilà, qui m'a demandé le plus de travail de toute l'histoire de ma chaîne, même si peu de gens ont vu, c'est celle sur le monde de Monsieur Fred, puisque peu de monde connaît le monde de Monsieur Fred. Et oui, le donjon de Naheulbeuk, tout ça, en fait, ça existait déjà, les sagas audio. Et ça existait avant même Internet, et ça s'appelait le monde de Monsieur Fred. Enfin, techniquement, Internet existait déjà, mais toutes les sagas audio n'y avaient pas encore été inventées. Le format MP3, je sais même pas. Et c'est aussi à ce moment-là que mon père nous a quittés. Voilà, pour des fois des marqueurs de quelque chose autre que professionnel. Mais ça impacte aussi un petit peu certains revirements, certains changements, des fois, potentiellement, que ce soit immédiatement ou sur le plus long terme. Alors, mon père était pas riche, hein, mais il nous laisse avec mon frère de quoi m'acheter les bases, hein, notamment de mon Dark Setup que vous voyez ici sur surtout mon ordinateur, qui est la pièce qui coûte le plus cher, et de quoi respirer quelques temps. J'ai l'impression de tourner en rond, et il faut que je trouve un moyen de vivre de mon activité. Et ma vidéo, même si j'ai des vidéos qui ont commencé à marcher un petit peu, c'est, voilà, encore une fois, c'est de quelques dizaines d'euros, et je sais très bien qu'il va falloir que je retourne me faire sous-employer dans un restaurant à côté ou autre chose, et j'ai pas envie de ça si j'y suis pas obligé. Et c'est à Nantes, passablement éméché, sur le balcon de Belial Spirit. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé, que j'avais créé un compte en 2013 pour commenter une vidéo à lui. Ah bah, je suis devenu pote avec lui entre temps. Moi, je réseaute pas sur YouTube. Même les gens qui sont mes potes, en fait, on se parle pas tant que ça. Mais une des seules personnes, voilà, peut-être d'ailleurs le seul que j'ai rencontré IRL, hein, de toutes les personnes sur YouTube, c'est lui. J'étais venu pour son anniversaire. Et je me souviens, c'est sur son balcon un peu bourré, donc je prends la décision. Alors un peu bourré par rapport aux autres, ça va, moi j'étais très bien, hein, parce que, bref, je ne rentre pas dans les détails. Et c'est à ce moment-là que je prends solennellement dans ma tête la décision de faire une radio libre. C'était mon pote Taf qui me l'avait suggéré, rendons-lui grâce à ça. Et moi-même, j'étais très consommateur de radio libre quand j'étais, notamment au collège. Pour connaître les débats de Gérard, il fallait aimer le Star System, Max, la radio libre, etc. Si vous avez vu ma vidéo sur le sujet, j'ai été l'auditeur mystère chez D-Fool aussi pendant des années, enfin pendant 2 ans, dans les années 2000. Et c'est finalement au contact des droitards. Bon, alors au début, ma radio libre, il y avait un peu personne. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait une autre personne qui faisait des radios libres. Alors, je déplorais beaucoup le fait que Antox Colaboy, qui faisait une radio libre, mais de youtubeur à youtubeur, c'était un peu entre le live présente ta chaîne, la radio libre. Et parce que les lives présente ta chaîne, en fait, on ne faisait pas des vraies critiques. Antox Colaboy, il n'hésitait pas à détruire votre chaîne. Et il avait arrêté. Et qui restait comme radio libre? Il restait que Teddy Boy RSA. Alors, qui n'est pas de mon camp politique du tout, mais qui fait partie, dans les gens d'extrême droite, ça fait partie des seuls avec qui je me suis bien entendu à l'époque. Donc j'étais passé plusieurs fois sur son antenne. Et les premiers viewers que j'avais, du coup, ils venaient beaucoup de chez Teddy Boy RSA. Et donc c'est au contact de ces droitards-là que le propos de mes lives s'est politisé et décomplexé à gauche. Je vous avais raconté, j'avais eu ma période centriste, macroniste avant l'heure. Hein. Emmanuel Macron, personne ne le connaissait à l'époque de mon centrisme. Et sinon, j'ai été après un peu apolitique, confus, comme beaucoup de gens qui pensent être apolitiques et qui sont en mode oui, la droite, la gauche, de toute façon, on se fait tout le temps baiser. Justement, un peu en mode débat de Gérard. Hein, de toute façon, la droite, la gauche, ça veut plus rien dire. Enfin, les discours confus que vous connaissez. Et c'est en me confrontant à la droite que je dis non, mais en fait, moi, je ne pense pas du tout ça, en fait, et que ma pensée s'est précisée un peu en réaction par rapport à la leur. Et du coup, en parallèle, j'ai fait d'autres trucs. Hein, j'ai fait de la captation, du montage, de la voix off pour des tiers. La suite, vous la connaissez, hein, la séparation de mon contenu en 3 chaînes, une chaîne gaming, une chaîne radio libre, maintenant qui sert surtout, qui ne sert essentiellement rediffusion, et la chaîne que vous êtes en train de regarder, un peu avec tout le reste de mon contenu, et c'est déjà beaucoup trop vaste. J'ai 3 chaînes et j'ai une chaîne fourre-tout, c'est n'importe quoi. Restez abonnés s'il vous plaît, cette chaîne est bien. Si vous êtes resté 1h03 à m'écouter parler, c'est que vous trouvez que cette chaîne est bien. Et donc là, plus récemment, la migration de mes streams sur Twitch. Alors la dernière évolution, l'ultime évolution de mon contenu, me permet de revenir un peu aux origines, à savoir la revue de presse. Ça me rappelle justement les conférences de rédaction, tout ça. Sauf que là, je me la fais tout seul tous les jours. Et c'est durant la période Covid que j'ai repris l'habitude de faire des recherches, de sourcer ce que je dis pour débunker ce qui avait besoin de l'être, puisque souvenez-vous, pendant la période Covid, il n'y avait pas assez de zététiciens pour tout débunker. Donc, notamment, je me souviens, Jean-Jacques Crèvecoeur. Alors, par la suite, Hôte de What the Fake s'en est occupé, heureusement. Mais sinon, moi, au début, j'étais tout seul sur un mec qui faisait des centaines de milliers de vues.
Et d'ailleurs, bah, vous le sentez pas, c'est quand ça vous tombe dessus. Et donc pendant toute la période Covid, j'ai une playlist Covid et une playlist debunk, spécialement à cause de ça. Il y a des debunks hors Covid, hein, notamment celui sur Bill Gates et ce qu'il a vraiment proposé de tuer 10 à 15% de la population avec des vaccins pour faire réduire les émissions de CO2. Bon, en fait, il faut être soit très très mal parler anglais, soit ne vraiment pas du tout comprendre les plus élémentaires, même pas des statistiques, juste des pourcentages. Là, vraiment, je vous parlais de bac L, de mon épreuve de maths en bac L, on en est là, quoi. Ou être de très mauvaise foi pour lui faire dire ça. Regardez mes debunks si vous en avez envie. Et du coup, bah, actuellement, qu'est-ce que je fais? Bah, je vivote de revues de presse, de radio libre, ça m'est reproché d'ailleurs, si vous suivez un petit peu mon actualité, de React. J'essaye par la multitude des sujets abordés de mettre à profit justement toutes ces années d'expérience sans rapport les unes avec les autres. On les a détaillées pendant 1 heure. Comment vous voulez agglomérer ça? Moi, je me suis dit, peut-être que faire de la radio libre, ou le sujet, ça peut être n'importe quoi, bah, c'est ce qui me permettrait de le mettre le mieux à profit, ma polyvalence. Est-ce que ça a fonctionné? Pas franchement. En vrai, je pense que ça me dessert autant sur Twitch, cette polyvalence, ou surtout cette complexité de m'étiqueter, que ça ne dessert un candidat dont le CV serait sur une pile comme ça de candidatures sur le bureau d'un employeur. Un recruteur, il n'aime pas prendre des risques, surtout dans une grosse boîte. Surtout quand c'est un mec qui est DRH et qui est là juste pour recruter des gens, c'est pas juste votre N+1 qui va vous recruter. Et même là, bon, il peut se faire emmerder parce que s'il a du supérieur au-dessus. Un mauvais recrutement, on peut vous on peut vous le reprocher. Par contre, si vous avez embauché quelqu'un qui bah, là, le job pour lequel on l'a embauché, il a fait exactement la même chose pendant 15 ans dans la boîte concurrente qui fait exactement pareil que nous. Bon, s'il n'y a plus de clause de non-concurrence, et j'ai eu toute raison. Voilà, on peut pas me reprocher cette embauche-là. Ça n'était pas un pari. Bon, par contre, un pari, ça peut réussir et ça peut échouer. Mais si, voilà, en tant que DRH, vous n'êtes pas censé jouer au casino. En tout cas, c'est pas l'attitude qu'on observe dans les grands groupes. Et du coup, bah, un parcours comme le mien, c'est très très dur à vendre. Même, je sais que par exemple, il y a des boulots où j'ai retiré bah, voilà, l'essentiel de mes expériences. Il y a même pour quand j'ai voulu me faire embaucher en cuisine, j'ai retiré tous mes diplômes. Comme si je n'avais même pas le brevet des collèges. Et là, j'étais embauché. Puisque ça vous dessert d'avoir des diplômes quand vous postulez trop bas. C'est un truc Si on m'avait dit plus jeune, vas-y, faut bien travailler à l'école, comme ça t'as des diplômes, et comme ça tu peux les enlever de ton CV pour te faire sous-employé, connard. J'aurais bien aimé, ça m'aurait fait économiser du temps. J'ai appris, voilà, il y a des connaissances à défaut de compétences qui sont utiles dans la scolarité, hein, mais... Et donc sur Twitch, bah c'est pareil, en fait, je suis difficilement identifiable. Parler de jeux vidéo, de politique, de cuisine, vous avez vu dans tous les sens lesquels je pars très facilement, de musique, d'international, de bah, tout ça, en fait, ça aide pas à me situer, ni moi, ni mon contenu. Le contenu des copains, il est facilement identifiable. Il y a Bamwempan qui est spécialisé en écologie, Dioclo il fait du drama, Kali c'est du React politique, Yukainu sur les thématiques féministes, Cassandre bah, il tente l'approche universitaire, Danny Eras bah, ils osent bitcher, faire des punchlines, Paduring il fait une collection Pokémon de droit tardé. On aime ou pas, mais on sait ce qu'on va y trouver quand on clique dessus. Et je sais pas si moi, quand je m'oriente vers l'actu internationale, est-ce que c'est plus pour me spécialiser ou par tristesse que cette rubrique soit délaissée par les copains. Très peu de gens font l'international, malheureusement, sur Twitch et sur YouTube. En tout cas, en live, dans le game un peu politisé. Même dans notre camp, en fait, on fait comme si en dehors de l'hexagone, ça n'existait pas la plupart du temps. Et peut-être que cette respect tardive, en fait, c'est juste l'aveu de l'échec de toute cette polyvalence. Il paraît qu'il faut savoir se vendre en une phrase. Et comment vous faites pour résumer ce que je fais? Alors les gens du coup résument mon contenu à il fait de la radio libre, parce qu'en fait il y a peu de gens qui font vraiment de la radio libre, ou qui le font durablement, ou qui le font systématiquement. Donc souvent c'est comme ça que les gens me disent bah si toi ta spécialité c'est de faire des radios libres. Je sais pas si c'est le cas, puisque en fait je fais ça doit être un tiers de radio libre, un tiers de React, un tiers de revue de presse, et encore un autre tiers. Du coup ça ne fonctionne pas mathématiquement de blabla avec le chat, mais on peut pas vraiment parler de radio libre. Donc moi j'ai tendance à dire que ça me dessert sur Twitch, comme ça me dessert sur YouTube. Là, vous voyez un Storytime qui vous parle de ma carrière, alors qu'il y a eu des analyses de séries, il y a eu des reviews, il y a eu des critiques de films, de jeux vidéo, des portraits, des reportages sur des émissions de radio oubliées, des dramas de youtubeurs, tout ça sur cette chaîne. Il y a eu une recette de suprême de volaille. Est-ce que cette chaîne a un sens?
Je vous le demande, non. Restez quand même abonnés s'il vous plaît. Bref, est-ce que touche à tout, bon à rien, ou est-ce que c'est cool d'essayer de jouer à Jarod le caméléon pour les gens qui ont la rêve des années 90? Dans ce cas, vous êtes un peu vieux, désolé. Pour vous, comme pour moi. Est-ce que finalement, même si on a des aspirations à la polyvalence, que ça nous, il y a trop de choses qui nous intéressent pour ne parler qu'une seule chose en continu. Est-ce que même là, le jeu en vaut la chandelle, même si on a cet attrait-là, cette appétence-là, est-ce que ça vaut le coup par rapport aux désillusions auxquelles potentiellement on peut s'exposer? Peut-être que dans 2 ans, je vous referai une vidéo en disant « Bah ça y est, j'ai complètement compris comment utiliser ma polyvalence. Pourquoi ça ne m'avait pas sauté aux yeux avant? Je ne sais pas. » En tout cas, voilà, je vous laisse. Après cette heure 10 de réflexion, peut-être que j'arriverai à la raccourcir de quelques minutes. Au montage, je l'espère. Merci d'avoir suivi cette longue missive nocturne en ma compagnie, à défaut d'un live. Normalement, c'est les heures où je stream, là, 3h05, vous voyez derrière moi. Et donc, en guise de conclusion, eh bien, force est de constater, après 6 mois de retour d'expérience, 6-7 mois de retour d'expérience, que la spécialisation, est-ce que c'est simplement ça qui a fini par payer, ou c'est simplement la régularité sur Twitch? Mais le fait de faire plus d'international, les gens arrivent, j'ai vu même sur le chat des gens mieux me définir facilement à des nouveaux arrivants. Ah bah ici, c'est de la revue de presse, la radio libre, et ça fait pas mal d'international. Donc déjà, ce truc de ici on se spé sur l'international, ça aide les gens à situer mon contenu et le nombre de viewers que j'ai. Alors j'étais à une petite centaine à l'époque, maintenant je suis plus aux alentours de 150. Je ne sais pas s'il n'y a pas en partie d'autres raisons qui pourraient l'expliquer, sûrement, mais le fait de mieux me situer me semble avoir été payant. De là à vouloir laisser tomber cette boulimie de centre d'intérêt, ça je ne peux rien vous promettre. Mais force est de constater, puisque c'est la question qu'on se posait en introduction, que dans le monde dans lequel on vit, que ce soit la société du travail physique qui n'est pas télétravaillé comme ce que l'on peut faire de chez soi, le constat semble être le même. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ciao, ciao. C'est mieux avec les lumières comme ça, on est d'accord, hein. On voit l'évolution de cette émission sur 6 mois. Et pour les personnes qui suivent cette chaîne, bon, c'est un peu le bordel, du coup j'ai diffusé un story time alors que ça faisait 4 mois que j'avais pas fait de contenu et que y avait une review de Ahsoka. J'essaierai de redonner du sens à cette chaîne prochainement. Notamment, je suis en train de bosser sur une vidéo qui va me demander sûrement des semaines, des mois de travail sur Friends. Il y en a une cool du Binge Doctor qui a été faite récemment. Donc j'ai essayé de prendre ça en compte sans faire de redites. Voilà pour la page actualité de la chaîne. Cette fois, je vous salue définitivement et à très vite sur Twitch si vous voulez me suivre plus régulièrement.